Chantal Hébert à Toronto, Tasha Kérédine à Toronto, Alec Castonguay ici à Montréal. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Prenons l'histoire du jour. D'abord, j'ai hâte de vous entendre sur cette histoire du Globe and Mail qui nous a révélé que le conseil privé a réexaminé un certain nombre de dossiers de demandes de réfugiés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Je commence, pendant qu'on voit l'article en images, je commence avec vous, Chantal. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, selon vous? Que le gouvernement, contrairement au message du Parti conservateur pendant l'histoire de la crise des réfugiés, plutôt dans la campagne, que le gouvernement n'était pas autant empressé de mettre les bouchées doubles pour participer au règlement d'une crise humanitaire, comme il l'a soutenu, mais plutôt de ralentir le débit en se disant qu'il risquait d'avaler des couleuvres. Donc, avec l'argument sécuritaire, ça a donc forcément ralenti, Tasha, le processus, non? Ça l'a ralenti par plusieurs semaines. Est-ce que ça explique le ralentissement? On pourrait dire le fait que c'est assez lent, le processus. Les gens accusent le gouvernement de ne pas atteindre les objectifs, que c'est très, très lent, le processus. On ne sait pas exactement combien de dossiers autres potentiels ont été retardés. Le gouvernement dit d'ailleurs que c'était pour des mesures sécuritaires. Alors, la grande question, c'est vraiment est-ce que c'était justifié dans ce cas-ci et pourquoi simplement ces dossiers-là? On n'a toujours pas les réponses. Parce qu'Alec, bien sûr, le parapluie de la sécurité, on peut mettre beaucoup de choses dans tout ça, mais il reste que l'entrée et des immigrants et des réfugiés dans plusieurs dossiers a été ralentie. Ça, c'est un fait, là. Oui, c'est un fait, puis c'est dommage que Stephen Harper n'ait pas fait de point de presse aujourd'hui. On aurait pu lui poser quelques questions pour essayer de clarifier certaines choses, parce que là, il a fait quelques belles phrases avant un discours partisan à Vancouver, là. Il n'a pas répondu aux questions, puis il y en a plusieurs qui se posent. D'abord, quelle est l'expertise du bureau du premier ministre, du personnel de Stephen Harper pour réviser un programme comme celui d'accueil des réfugiés, alors que Citoyenneté et Immigration Canada fait ça depuis des décennies en accord avec l'ONU? Pourquoi est-ce que le bureau du premier ministre, lui, soudainement, est capable de réviser ce type de programme-là? Ça montre à quel point le pouvoir est concentré entre les mains du bureau du premier ministre maintenant qu'on est rendu à faire ce type de vérification-là au bureau du premier ministre. Mais c'est pas, Alec, on va écouter un peu, je reviens, parce qu'il répond à ce que vous dites. On va l'écouter, puis on revient, parce qu'il dit c'est quand même pas du personnel politique, là. Il faut faire attention. C'est des fonctionnaires au conseil privé. Mais oui, vous avez raison, c'est rattaché au bureau du premier ministre. On l'écoute, on revient. Au sujet des réfugiés syriens, notre gouvernement a adopté une attitude généreuse envers les réfugiés, tout en assurant la sélection des personnes les plus vulnérables et en protégeant les sécurités de notre pays. La vérification que nous avons demandée plus tôt cette année visait à assurer que ces objectifs étaient respectés. Le personnel politique n'est jamais impliqué dans l'approbation des demandes des réfugiés. Ces décisions sont prises par des fonctionnaires du ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté. Je vous laisse conclure, Alec. Ce que Stephen Harper dit, c'est mon personnel n'a pas choisi individuellement les réfugiés qui sont arrivés au pays. Et ça, on peut imaginer qu'effectivement, la tâche serait quand même assez lourde si on commençait à choisir au bureau du premier ministre. Mais ce que son ministre, Chris Alexander, a dit, c'est que le bureau du premier ministre a révisé la directive, a révisé le programme. Est-ce que les normes sont en place? Or, je me demande pourquoi c'est le bureau du premier ministre qui fait ce type de révision-là, alors que la sécurité relève généralement de la GRC, du SCRS, de l'Agence des services frontaliers. Pourquoi c'est le bureau du premier ministre qui se demande si la sécurité est respectée? Je trouve qu'on en a pris très, très large au bureau du premier ministre dans la gestion de cette affaire-là. On va conclure là-dessus, mais Patrice, que le conseil privé, qui est le cabinet, le ministère du premier ministre, se mêle de faire le travail du ministère de l'Immigration ou même de la sécurité publique, c'est quand même extraordinaire, mais ça explique un mystère qui est que quand cette crise de réfugiés a éclaté pendant la campagne, Stephen Harper n'a pas dit « je vais poser des questions pour savoir pourquoi ça va si lentement et pourquoi c'est si laborieux ». C'est parce que la réponse, il l'avait dans son propre cabinet. On avait la réponse. Et même, il s'en vantait parce que cet argument sécuritaire, il s'est tellement pas gêné qu'il l'a utilisé dans tous les débats. Puis il dit « vous êtes irresponsable, M. Mulcair et Trudeau, de vouloir accueillir trop de monde ». Ça semble, lui, il était sûr que c'était payant, tout ça, Tasha. Bien, j'allais dire, on ne sait pas exactement les raisons sécuritaires et c'est possible qu'on les saurait jamais si ça relève de CSIS, si ça relève des services de sécurité, on va jamais savoir. Et là, c'est une question auquel il ne pourrait pas répondre. Alors, pour nous, les Canadiens, on reste dans l'ombre dans cette affaire-là. Je pense pas que le gouvernement aimerait être peut-être pogné avec cette information comme ils le sont aujourd'hui. Alors, je ne pense pas qu'il aurait pris la décision de faire
faire un examen de ce processus s'il n'y avait pas une raison. On aimerait bien la savoir, mais comme j'ai dit, probablement, on ne la saura jamais. Et comme dit Alec, il n'y a pas eu de point de presse aujourd'hui. Non. Il n'y a pas d'hasard. Trop de questions sur l'entente transpacifique lundi. On a épuisé le quota. Je veux vous montrer un tableau, messieurs, dames. Intention de vote, 8 octobre. C'est la projection du site que les mordus de politique connaissent bien, 308, qui, oui, ça s'appelle encore 308, même si on a monté le nombre de sièges parce qu'il garde son trademark. Bref, regardez, c'est la première fois qu'il met sur son site les libéraux en avance, 127 sièges, 124 conservateurs, 85 du NPD. On va voir projection en Ontario, 57 pour les libéraux, 47 conservateurs, 17 NPD. Et finalement, au Québec, dernier tableau, 44 pour le NPD, 20 pour les libéraux, 13 les conservateurs et 1 pour le Bloc québécois. Ça, c'est pas la vérité, là. Ça, c'est un travail d'analyste en faisant un amalgame des différents sondages. Très difficile à mesurer cette campagne. Mais qu'est-ce que ces chiffres vous disent? Chantal, je commence par vous aussi. C'est la première fois qu'il met les libéraux en tête. Ça me dit que les libéraux ont plus d'élan dans le moment que les deux autres partis. Monsieur Harper, qui réussit toujours pas dans les sondages, en tout cas, à rejoindre son score de 2011. Je vous rappellerai qu'en Ontario, c'était autour de 45 %. On est vraiment loin du compte en Ontario. Que le NPD continue à perdre de la vitesse, que le Bloc a plafonné, est descendu et semble plafonner vers le bas. En gros, là, quand vous regardez ce portrait-là, ça ressemble plus à la victoire minoritaire de Paul Martin en 2004 qu'à n'importe lesquelles des campagnes qui ont suivi gagnées par Stephen Harper. Tacha, les libéraux en Ontario, notamment, ça c'est clair, ont monté depuis 3 semaines, toujours, mais 3 semaines, ça s'est accentué. Oui, non, écoute, c'est l'écroulement du vote NPD qui explique en grande partie la montée des libéraux. Et c'est quelque chose, un phénomène. La lutte va se faire maintenant, on voit, entre les libéraux et les conservateurs, surtout en Ontario, moins au Québec, et aussi entre les trois partis, mais on voit de plus en plus de gains des libéraux en Colombie-Britannique aussi. Alors, c'est là où se concentre. C'est pas un accident. M. Harper était à Vancouver. On voit que M. Trudeau ici était dans la région de Toronto. C'est là où va se concentrer la campagne, et c'est à cause de la montée des libéraux dans ces places-là. Alec, vous avez à l'actualité, vous avez un instrument qui ressemble à ça avec d'autres firmes. C'est la nouvelle mode depuis quelque temps. Alors, on va montrer le tableau. Ça ressemble, je veux le montrer. Bon, ça, c'est les intentions de vote, mais on va montrer le tableau. On l'a pas, c'est pas grave. Vous avez montré le nombre de sièges, vous aussi. Vox Pop Lab, là, qui est la firme avec qui vous faites affaire. Ça ressemble dangereusement à l'autre. C'est libéraux un petit peu en tête sur les conservateurs. Oui, en fait, notre projection de siège à l'actualité qui est faite avec Vox Pop Lab, qui est incidemment la même firme qui fait la boussole électorale, là, qui est une firme spécialiste du comportement électoral, dit que les libéraux sont effectivement en tête par 2 sièges. Là. Notre projection à nous donne 132-130 en faveur des libéraux. On n'est vraiment pas très loin de ce que 308 a comme projection. Et ce que ça veut dire en réalité, puisque c'est évidemment de l'analyse mathématique essentiellement. Hein. On prend l'algorithme, on brasse le boulier de tous les sondages, puis on regarde ce que ça donnera en comté. La réalité, c'est que quand c'est aussi serré, on n'en a aucune idée de qui sortirait vainqueur. On parle de quelques sièges d'avance pour les libéraux, 3 ou 4, 2 ou 3. En réalité, ça pourrait être aussi les conservateurs qui en obtiennent 5 ou 6 de plus. On est vraiment actuellement dans une course tellement serrée, région par région, c'est très, très difficile, même pour les projections de sièges, de savoir exactement à quoi ça va ressembler. Mais ce qui compte, c'est la tendance. Et la tendance, c'est qu'il y a 3 semaines, on n'avait pas des projections de sièges qui donnaient ça parce que la tendance était pas aussi claire que ça. J'ai couvert, moi, la campagne de 1993, Patrice, vous vous en souvenez peut-être, celle que Jean Chrétien a gagnée, majoritaire. On avait passé les 10 derniers jours de la campagne à se demander s'il réussirait à avoir une majorité. Dans les faits, là, il l'a eu haut la main parce que les chiffres, souvent, sont en arrière des intentions de vote. Des sondages, avant qu'on voit la tendance s'affirmer, pour vrai, ça prend un certain nombre de jours. Mais dans le moment, entente sur le libre-échange, tous les efforts de M. Harper, 5 débats, le seul parti qui continue à monter quand même de façon signifiante, c'est les libéraux. Et aussi au Québec, là, en Ontario, c'est une évidence. Au Québec aussi, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Alors voilà, c'est la tendance. Tacha, un mot, et Alec,
sur ça. Vous surveillez quoi, vous, la dernière semaine et demie en particulier, Tasha? Moi, je vais surveiller la région métropole de Toronto. La question du niqab est ressurgie et honnêtement, si on regarde là, sans vraiment une raison de M. Harper de le soulever, c'est dirigé surtout aux électeurs dans la communauté indienne de la région de Toronto. C'est quelque chose maintenant qu'on peut vraiment appeler du dog whistle politics. Ce n'était pas avec la question de la citoyenneté, mais ce l'est maintenant. Et on va, je pense, malheureusement continuer de voir ça pendant la prochaine semaine et demie. Alec? Oui, bien, c'est assez intéressant puisque, bon, si on fait l'agrégation de tous les sondages, on voit que la chute du NPD au Québec semble être freinée. Là, on est autour de 30 % depuis maintenant plusieurs jours. Donc, au Québec, la bataille va se faire maintenant comté par comté. Certaines circonscriptions à Montréal, la course est vraiment entre le NPD et les libéraux. Je pense à des circonscriptions comme Huntsic, par exemple, ou Honoré-Mercier à Montréal. Mais ailleurs, la course, c'est vraiment NPD, Parti conservateur, dans la grande région de Québec, au Saguenay. Donc, est-ce que le vote anti-Harper va se chercher un champion dans les 10 prochains jours? C'est vrai pour l'Ontario, mais ça semble clair qu'en Ontario, ça va être beaucoup les libéraux. Est-ce qu'au Québec, on va être capable de se coaliser avec un seul parti pour bloquer la route des conservateurs? Parce qu'il y a encore une volonté de changement importante. Ça va être intéressant à voir. C'est ce que Chantal disait, c'est que cette volonté de changement, si elle trouve son champion, et si les gens finalement disent, ben, entre les deux, entre Mulcair et Trudeau, c'est Trudeau, là, ça peut débouler un peu plus vite, on verra. Mais il y a certains comtés au Québec où le vote libéral n'est pas très, très important. Je pense à la région de Québec, je pense au centre du Québec, au Saguenay, où là, à ce moment-là, les champions anti-Harper, c'est pas nécessairement le même parti pour lequel ils vont peut-être vouloir appuyer qu'en Ontario. Alors, c'est pour ça que ça va être assez intéressant de voir les 10 derniers jours, là. Messieurs, dames, merci beaucoup. On se retrouve très rapidement, non pas demain, parce que c'est mes ex-politiciens, la semaine prochaine, pour une dernière semaine de campagne électorale. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.